Bonjour Tom, bienvenue sur Formation Innovation. Merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Comment ça va? Salut Elliot, ça va très bien, merci beaucoup. Et toi? Super, bah écoute, merci, très très bien, et c'est moi qui te remercie d'être présent aujourd'hui. On va parler d'un sujet qu'on a peu abordé. Alors forcément, c'est pas directement lié à ce qu'on fait en général tous les jours, mais c'est, je pense, très intéressant parce que ça va être un sujet d'avenir. C'est donc l'Afrique de manière générale, mais sans en dire plus de mon côté, je t'invite à peut-être te présenter et nous raconter qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour de tout ça. Ça marche, écoute, merci pour l'occasion de partager pas mal de choses avec toi aujourd'hui dans ce podcast. Donc moi je m'appelle Tom Dilly, je suis un citoyen français, mais qui a passé une grosse partie de sa jeune carrière en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Et donc aujourd'hui je suis assez engagé sur les sujets de formation et d'éducation, plutôt dans cette partie du monde, même si j'aime bien regarder ce qui se fait un peu partout et pouvoir tirer des enseignements de comment différentes parties du monde s'organisent pour former leur population et pour essayer d'émanciper un maximum de jeunes. Donc je travaille dans le cadre notamment d'un think tank qui s'appelle Forum 2040. Et puis en parallèle, j'ai d'autres engagements associatifs et variés autour de l'éducation, de l'entrepreneuriat et du soutien à l'émancipation des jeunesses. Ok, alors avant qu'on parle un petit peu plus de Forum 2040 et peut-être de tes autres engagements, comment tu t'es retrouvé en Afrique? Parce que c'est quand même pas commun pour tout le monde que d'y aller. C'était dans quel pays exactement et pourquoi du coup tu y es resté, en tout cas resté sur ce sujet de manière générale? Qu'est-ce qui t'intéresse? Écoute, c'est arrivé, je crois, un peu par hasard. Mais quand j'étais au lycée, j'ai eu l'occasion, avec l'association de mon lycée, de pouvoir participer à un petit projet de solidarité qui se déployait au Sénégal chaque année. Et donc, à l'âge de 15 ans ou 16 ans, je suis arrivé au Sénégal pour travailler dans un village, rencontrer des populations, échanger, essayer de soutenir le développement de l'agriculture. J'ai très vite compris que j'avais très peu de compétences à apporter, mais par contre, j'ai très vite appris, avec ma curiosité, que il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire en matière de coopération, en matière d'échange culturel et puis d'apprentissage croisé. Je crois que les Sénégalais m'ont appris plein de choses. Et du coup, je me suis dit que j'allais revenir régulièrement en Afrique de l'Ouest et peut-être ailleurs aussi sur le continent pour développer voilà, des connaissances, des compétences. Donc j'ai essayé de le faire à travers différents engagements associatifs, des volontariats. Et de fil en aiguille, c'est devenu pour moi un leitmotiv. J'ai voulu m'engager comme jeune professionnel sur des sujets de développement en Afrique. Donc j'ai vraiment construit un fil rouge progressif sur ça. J'ai pu étudier, lire des livres, commencer à avoir des premiers stages, premières missions professionnelles. Et puis petit à petit, je me suis dit qu'en fait, c'était là où je me sentais assez utile, là où je pouvais faire des choses concrètes, là où j'allais apprendre aussi et grandir en tant que citoyen, en tant qu'être humain. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Est-ce que c'est 100% du hasard? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui, c'est ce qui me motive le plus. Alors peut-être qu'on peut remettre un tout petit peu de contexte. Aujourd'hui, l'éducation en Afrique, est-ce que tu as quelques chiffres peut-être à donner? C'est quoi les enjeux aujourd'hui qu'on a là-bas? Ouais, alors déjà, c'est vrai que c'est une hypothèse que de parler de l'Afrique au sens large, parce qu'effectivement, il y a Bien plein sûr. de sous-régions et de pays qui ont des contextes bien spécifiques, qui n'ont pas forcément les mêmes chiffres en matière d'éducation et de formation, mais malgré tout, il y a quand même des grandes dynamiques. D'abord, c'est un continent, donc comme tout le monde le sait, je pense, qui a une population très jeune, une moyenne d'âge de 18 à 20 ans selon les pays. Donc ça veut dire que la moitié de la population nationale dans beaucoup de pays doit encore passer par les bancs de l'école pour pouvoir construire son avenir. Et donc ça, c'est un vrai défi pour les gouvernements. Euh, une autre chose à savoir, c'est que, à mon sens, et ça on le dit rarement quand on lit les rapports sur l'éducation en Afrique, c'est que la grande majorité des systèmes éducatifs et des systèmes de formation en Afrique ont été importés et imposés par la colonisation. Bien sûr, il y a eu beaucoup de changements depuis. Il y a eu les indépendances, il y a eu des réformes éducatives un peu à toutes les vitesses dans plein de pays, mais malgré tout, il y a, si tu veux, un héritage très fort du passé qui conditionne aujourd'hui la capacité des pays à pouvoir proposer des systèmes plus ou moins adaptés à leur réalité. Et donc moi, c'est là-dessus aussi que j'ai voulu travailler en profondeur, parce que je me suis rendu compte que c'était un des enjeux Et, et alors, faut que tu m'en dises un peu plus. Qu'est-ce que ça veut Ouais. dire? En quoi c'est pas parfaitement adapté et qu'est-ce qui est différent là-bas? Par exemple, si tu regardes le système
universitaire à la française, à l'européenne maintenant avec le système LMD. On l'a transposé en Afrique et on considère toujours que c'est le modèle principal pour l'enseignement supérieur dans plusieurs pays africains. Alors juste, c'est quoi le modèle LMD? Licence, master, doctorat, excuse-moi. D'accord. Donc c'est le système un peu classique que nous on a en France par exemple, qui permet de faire des études assez longues, assez généralistes et qui en général doit déboucher sur l'accès à un emploi. C'est un système qui fonctionne relativement bien pour la France, mais qui dysfonctionne totalement dans beaucoup de pays parce que les jeunes, par exemple au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, j'y étais il y a quelques jours, n'ont pas du tout de la possibilité de se concentrer pendant 5 ans avec des études généralistes sur leur projet de formation. Ils ont en général, pour beaucoup de familles, des pressions assez fortes sur le court terme, sur la nécessité de travailler, de générer des revenus, de partager ces revenus avec leur famille élargie. Et donc, si tu fais un système très généraliste et très long qui coûte beaucoup d'argent, tu risques de ne pas pouvoir en faire bénéficier une grande partie des populations. Et donc, il y a aujourd'hui un questionnement sur comment justement on peut retravailler sur la structure même de ces systèmes de formation pour qu'ils puissent correspondre aux réalités locales. Ok. Ok, hyper intéressant. Et alors, ça se passe comment concrètement? Ça veut dire quoi plus de... Parce que, par exemple, on voit en France qu'on a un petit peu ce phénomène aussi, d'une certaine manière, avec le développement de l'alternance, où on essaie de toujours dire on est de plus en plus proche des entreprises, du concret. J'imagine que là, on est sur un extrême quand même bien plus loin. Ça se transcrit comment? Quelle est l'éducation qui se passe alors là-bas si on n'a pas licence, master, doctorat? C'est quoi les modèles qui fonctionnent? Est-ce que je passe la moitié de mon temps en cours et l'autre moitié à travailler? Est-ce que c'est j'ai juste simplement 1 an d'études et non pas 3, 5 ou 8? Comment ça se déroule? Je peux donner des ordres de grandeur aussi pour qu'on Ouais. comprenne un peu la situation de beaucoup de jeunes. Donc, par exemple, sur 100 jeunes qui naissent dans un pays dans les années 2000, par exemple au Burkina Faso ou au Sénégal, il y en a à peu près 90 qui vont pouvoir entrer à l'école primaire. Il y en a à peu près 70 qui vont réussir à aller au bout de l'école primaire, mais ils auront déjà pas mal de difficultés d'apprentissage sur la lecture ou le calcul, parce que les conditions d'enseignement et d'apprentissage sont pas forcément faciles. Il y en a environ 60, 50 qui vont aller au collège et qui vont pouvoir aller jusqu'à la classe de quatrième ou de troisième. En général, il y en a seulement 30 qui arrivent au lycée. Ah oui. Il y en a peut-être 20 qui vont avoir leur baccalauréat euh, et seulement entre 5 et 10 qui vont rentrer à l'université. Donc, Pour juste faire une comparaison, en France, on est à combien au bac? C'est 60, 70, 80 je crois qu'en France, sur une génération, on a 85% ou 90% 85%, des ouais. Ouais, personnes c'est qui ça. obtiennent Donc le on est bac. à 3 fois plus quasiment, quoi. Ouais, même encore Ok. plus. Et donc effectivement, la question se pose de savoir comment les jeunes qui sont sortis de ce système classique peuvent quand même se former. Tout n'est pas perdu, il y a plein d'opportunités pour eux de se former et comment ils peuvent rapidement aller sur le marché du travail, générer des revenus et s'émanciper. Et donc là, c'est effectivement une question qui est vraiment difficile parce que comment on fait pour proposer un autre système alors que ce qu'on a dans l'existant, dans le présent, est complètement inadapté. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle nous, on a voulu créer un think tank et on va dire un collectif de travail sur ces questions parce qu'on avait le sentiment que tout le monde est au courant de ce sujet, mais ça ne transparaît pas forcément dans les efforts des personnes Et qui veulent qu'est-ce qui s'impliquer. fait que ça transparaît pas? Parce que c'est un manque de moyens. Et d'ailleurs, avant que tu répondes à cette question, peut-être que Oui. tu peux expliquer en 2 mots ce qu'est un think tank, parce que je suis pas sûr que ce soit forcément très très clair. Ouais, je pense que c'est un groupe de réflexion. Donc c'est un ensemble de personnes qui souhaitent travailler de façon assez approfondie sur un sujet, qui vont créer des recherches autour de ce sujet. Ça peut être des recherches académiques ou non, donc c'est-à-dire qu'on peut faire appel à des chercheurs, mais il y a aussi d'autres façons de travailler et de faire avancer la connaissance qu'en passant par la recherche académique. Et puis ensuite de pouvoir peut-être publier des ouvrages, des recommandations de différentes façons. Donc nous, on publie aussi bien ce qu'on fait sur les réseaux sociaux pour le partager avec les jeunes que des ouvrages qu'on va communiquer, par exemple, au ministre de l'Éducation dans les pays dans lesquels on travaille. Donc ça peut aller de différentes manières. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous faites à Forum 2040? Quel est sur quoi vous concentrez avec ce collectif? Et donc, il y avait l'autre question qui était aussi pourquoi finalement on s'intéresse pas plus à ce sujet de manière générale?
Non, je pense que tout le monde s'intéresse au sujet de l'éducation. Tout le monde est très au clair sur le fait qu'il y a beaucoup de difficultés dans les systèmes actuels à accueillir l'essentiel des générations, à pouvoir les former de façon efficace et puis ensuite de les insérer. Donc, je pense que sur les constats, il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord, que ce soit au niveau des gouvernements, au niveau des enseignants ou même au niveau des financeurs de ces systèmes. Il y a beaucoup de financements internationaux qui sont mis à disposition de ces pays pour travailler sur ces questions. Mais en général, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une forme de... Il y a une crise de l'imagination, c'est un terme qu'on a employé dans notre manifeste quand Ok. on a lancé le think tank. Une crise de l'imagination qui fait qu'on a tendance toujours à reproduire les mêmes solutions. Donc, s'il manque des écoles, on va juste continuer à construire des écoles. S'il manque des enseignants, on va simplement continuer à recruter et à former des enseignants. Et on cherche pas forcément à voir les choses de façon un peu différente, à prendre du recul sur nos propres stratégies de long terme en matière d'éducation et de formation. Et donc nous, on s'est dit, ben peut-être qu'on pouvait faire ce pari de l'imagination avec nos moyens qui sont très modestes. Mais je crois que c'est intéressant pour des gouvernements, des établissements scolaires ou universitaires, que de pouvoir avoir une voix un peu dissonante dans leur écosystème qui D'accord. propose des choses un peu alternatives. Et donc, c'est cette voie-là qu'on a envie d'être et de construire aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que vous apportez? Quelles sont les grandes pistes sur lesquelles vous travaillez? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est autre chose? On travaille un peu sur tout ça, sur la technologie, mais pas seulement. Donc, nous, on s'est donné la mission très ambitieuse d'imaginer et de penser et de construire les futurs de l'éducation. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a pas encore dit grand-chose. En fait, ce qu'on souhaite faire au niveau de Forum 2040, c'est de travailler sur les imaginaires éducatifs souhaitables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de comprendre avec les jeunes de différents pays comment ils pensent à l'école de demain, à l'école du futur, quelles sont leurs grandes aspirations, leurs grands besoins, leurs rêves par rapport à l'école et à la formation de demain. Et quand on a commencé à travailler avec eux sur ces imaginaires, essayer de les convertir en solutions concrètes, en utopies concrètes, pour que les décideurs du monde éducatif et de la formation, que ce soit un enseignant, un directeur ou une directrice d'établissement, le ou la ministre de l'Éducation, puissent prendre en considération ces grandes aspirations, ces imaginaires des jeunes et des enseignants, pour préparer les futures réformes et les stratégies éducatives de long terme. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est ça, c'est pour prendre du recul, repousser l'horizon, donc regarder sur 2040, qu'est-ce qui va se passer de maintenant jusqu'à 2040, prendre en compte la voix et les rêves des apprenants d'aujourd'hui pour construire les écoles de demain. Donc ça, c'est notre mission, mais concrètement, ça se matérialise avec des méthodologies de travail qu'on a développées, des ateliers qu'on est en train de déployer en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Maroc, donc dans différentes sous-régions du continent. Et est-ce que tu as un exemple dont tu es particulièrement fier? Je peux parler de ce qu'on vient de faire donc en Côte d'Ivoire. On a lancé donc Forum 2040 Côte d'Ivoire parce qu'à chaque fois on décline notre travail de façon locale et nationale pour que ça puisse être approprié par les jeunes et qu'il puisse y avoir une vraie pérennité dans ce qu'on entreprend. Donc il y a 2 semaines en Côte d'Ivoire, on a lancé un cycle d'ateliers dans différents lycées, dans des universités, des écoles de formation. Et on a demandé aux jeunes concrètement voilà, à quoi allaient ressembler les écoles de demain. Euh, et euh, et c'est très intéressant parce que on découvre des sujets qui sont peut-être évidents pour les jeunes, mais qui sont discutés nulle part dans le salon des ministres ou dans la salle des profs. Par exemple, on peut y apprendre que le rêve d'une jeune étudiante sur l'école de demain, c'est qu'il puisse y avoir des fenêtres dans sa salle de classe. Donc D'accord. c'est peut-être bizarre de l'entendre comme ça, mais en fait ça dénote que par derrière il y a énormément d'écoles qui ont été construites de façon un peu cloisonnée, qui ne sont pas vraiment ouvertes sur la société et qu'on est un peu dans un vase clos qui ne permet pas de comprendre et d'interagir avec le monde. Euh, D'autres exemples, c'est de vouloir utiliser beaucoup plus le numérique. Il y a beaucoup de jeunes qui apprennent plein de choses concrètes sur YouTube dans des tutoriels et qui aimeraient que ça soit un peu plus institutionnalisé plutôt que de le faire sur leur temps libre et sans forcément avoir un encadrement là-dessus. Ils aimeraient bien que YouTube puisse être un outil de formation légitime et valorisé à l'école pour qu'ils puissent apprendre des choses avec une pédagogie qui leur plaît.
Donc, il y a plein de choses intéressantes quand on commence à tendre le micro, à donner la parole aux jeunes. On apprend vraiment aussi comment eux, ils perçoivent leur propre expérience d'apprenant. Et je crois qu'une des frontières de l'innovation pour la formation, c'est de mieux écouter les apprenants. Parce qu'en général, ils sont très, très au fait de ce qui empêche une bonne dynamique d'apprentissage. Et ils sont aussi très, très au fait de ce qui pourrait les aider à aller beaucoup plus loin. Donc, c'est un de nos leitmotifs aujourd'hui, c'est d'être vraiment centré sur les expériences d'apprenants pour pouvoir préparer la suite. Ok. C'est hyper intéressant parce que YouTube, j'imagine que c'est quelque chose qui est un peu global, c'est-à-dire qui est pas propre à l'Afrique. Et est-ce que, en regardant, à la fois l'Afrique, mais aussi la France et ailleurs, il y a des similarités, des choses où tu dis: «En fait, partout dans le monde, ils devraient s'intéresser à ces sujets et pas, que propre au Sénégal ou à la Côte d'Ivoire ou des pays en Afrique»? Je pense que ce qui est commun au monde entier, c'est qu'on a construit au début du XXe siècle des grands systèmes éducatifs qui étaient là pour accompagner un peu l'essor de l'industrie. Euh, on a construit ce qu'on appelle la salle de classe. C'est un modèle qui a quasiment jamais été remis en question, quel que soit le pays, quelle que soit l'époque. Je pense que quand on regarde aujourd'hui une salle de classe en France en 2025, on a quasiment la même photo qu'on pourrait prendre Ouais, en Angleterre en 1957. Enfin, je dis c'est un ça, peu on n'a plus le hasard, petit encrier, mais à mais peu de choses près, voilà, quoi. on a peut-être perdu le tableau noir et encore, il se C'est ça. maintient. Mais sinon, on a toujours les tables bien rangées, le bureau de l'enseignant et puis, on va dire, la posture et les rôles qui sont encore les mêmes. Donc, ce qui est commun, c'est cette construction un peu implicite qui a été lancée pendant la révolution industrielle et qu'on n'a pas forcément déconstruite depuis. Ça a bien fonctionné parce que ça a permis de massifier l'enseignement de beaucoup de populations dans le monde et de donner accès à des diplômes qui ont permis aux personnes de trouver du travail. Donc, il ne faut pas forcément critiquer ça. Mais par contre, aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une problématique sur notamment le fait d'avoir des pédagogies qui soient adaptées à beaucoup de profils d'apprenants différents. Et donc, la salle de classe, on va dire traditionnelle, construite avec l'enseignant, le cours magistral et la connaissance qui est partagée à chaque personne de la même façon, ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment problématique pour beaucoup d'enfants. Être assis dans une salle de classe pendant 8 heures, c'est problématique pour beaucoup d'enfants. Avoir des programmes scolaires qui sont pas forcément adaptés, qui sont très lourds et très intenses, ça peut être problématique pour beaucoup d'enfants. Donc dans le monde, il y a quand même des points communs sur ce qui fonctionne pas très bien dans les écoles. Je voudrais pas trop généraliser parce que je suis certain qu'il y a plein de contre-exemples qu'on pourrait me donner. Mais malgré tout, je crois qu'il y a des racines communes dans le mal-être que peuvent ressentir des apprenants, des enseignants ou simplement des familles par rapport à l'école qui leur est proposée. Mais par contre, je crois que chaque continent et chaque pays a sa propre façon de faire face à ces défis-là. Donc j'ai cité YouTube qui est une technologie américaine, mais et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes dans le monde entier qui passent beaucoup de temps sur YouTube parce que c'est une plateforme qui est géniale. Personnellement, c'est aussi un endroit où je passe pas mal de temps. Euh, mais c'est pas parce que c'est un outil américain qu'il faut le jeter quand on considère par exemple l'apprentissage en Afrique. Mais par contre, la façon dont on va agencer le temps passé sur YouTube avec le temps passé dans une salle de classe, mais qui est peut-être organisé de façon un peu différente, le temps qu'on va passer en dehors de la salle de classe, mais dans l'espace de l'école pour apprendre, là encore, de façon un peu différente et en interaction avec peut-être des personnes du quartier, de la communauté ou de l'économie locale. Ça, c'est, on va dire, cet agencement, cet écosystème apprenant, on pourrait dire. Je crois qu'il est assez unique à l'échelle locale. Et donc, chaque pays et chaque communauté, on va dire, peut construire son propre système qui correspond aux aspirations de sa jeunesse, aux envies aussi, aux possibilités des enseignants, des équipes éducatives qui sont sur place et aux besoins de l'économie, puisqu'à la fin des fins, c'est vrai qu'il y a aussi cet enjeu de pouvoir insérer professionnellement tout le monde. Mais oui, bien sûr, il faut générer de l'argent pour ensuite remettre dans la machine et continuer à développer le tout, évidemment. Exact. Hem, J'aimerais revenir sur un point que tu as commencé même à mentionner au tout début, où tu disais, en gros, nous, on a enfin, entre guillemets, «l'Europe, la colonisation a apporté un certain système», et tu disais donc, il fallait s'adapter. Et est-ce qu'à l'inverse, tu penses que l'Afrique a des choses à apporter au système éducatif aujourd'hui, en France ou ailleurs? Et qu'est-ce que toi, peut-être, ça t'a apporté dans ces échanges? Moi, je suis convaincu que l'Afrique a beaucoup à apporter au reste du monde sur beaucoup de sujets. On va parler d'éducation, mais on aurait pu faire un podcast sur ce que l'Afrique peut apporter en matière d'écologie à beaucoup d'autres régions dans le monde.
de gestion des ressources et de considération de la nature. Mais bon, c'est pas le sujet du podcast, mais voilà, tout ça pour dire que il y a beaucoup de sujets sur lesquels Non, mais ça commence à l'Afrique, l'école. et C'est ça commence à effectivement l'école. quand même. Mais en matière d'éducation et d'innovation, oui, je crois, par exemple, moi j'ai eu la chance de travailler dans une start-up qui a été créée à Madagascar pendant 2 ans. J'ai aidé cette start-up à développer son activité dans différents pays et elle offrait des formations et des opportunités de travail sous la forme de micro-tâches à des jeunes du continent africain. Et ce qui est intéressant, c'est que donc elle s'appelle Saina, je vais quand même référencer la startup. Saina, c'est du coup une innovation qui a été pensée à Madagascar par rapport aux problématiques des jeunes malgaches à trouver rapidement un travail après leur formation. Et aujourd'hui, ce système de formation couplé à des opportunités de travail de façon assez rapide, il intéresse énormément de personnes, pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe et dans le monde entier. Et d'ailleurs, c'est des investisseurs européens qui ont souhaité soutenir la start-up. C'est des élus des collectivités françaises qui ont commencé à se renseigner sur est-ce que ça pourrait éventuellement répondre à des besoins de leur population à Marseille ou dans des banlieues franciliennes. Donc, je crois que ce qui se passe au niveau de l'innovation éducative en Afrique, en fait, peut essaimer, peut rendre service à plein d'autres régions du monde. Donc la question, c'est aussi comment on peut encourager ces transferts d'innovation et comment on l'adapte effectivement ensuite aux conditions locales. Mais c'est simplement un exemple. Mais oui, je suis convaincu qu'il y a beaucoup à apprendre de ce qui se fait aujourd'hui en Afrique et que finalement les transferts d'innovation, il ne faut pas les voir comme des transferts nord-sud, mais que ça peut aller vraiment dans tous les sens. Alors c'est un bon point. Comment, aujourd'hui ces transferts sont encouragés ou peuvent être encouragés? Est-ce qu'il y a des événements déjà qui existent ou est-ce que tout reste à créer et à imaginer? Non, je crois qu'il y a pas mal déjà de lieux pour se rencontrer, des événements, des conférences, des écosystèmes professionnels où des entrepreneurs du monde de l'éducation et de la formation, des enseignants peuvent, dans une certaine mesure, rencontrer des personnes d'autres écosystèmes. Mais je crois que c'est encore assez fébrile, c'est encore le début. Nous, on a construit Forum 2040 justement pour créer cet espace de discussion à vocation panafricaine entre des personnes qui travaillent sur la formation en Côte d'Ivoire, d'autres qui travaillent à Madagascar et d'autres encore au Maroc. Je pense qu'il y a un appétit, il y a une vraie demande pour l'échange de bonnes pratiques et le transfert d'innovation, parce que finalement c'est aussi comme ça qu'on peut aller s'inspirer, qu'on peut aller chercher les meilleures pratiques du monde entier pour les adapter dans sa communauté. Entre l'Europe et l'Afrique, il y a aussi beaucoup plus de passerelles qu'avant. Il y a le rôle des diasporas qui est très fort, donc des personnes qui viennent de plusieurs pays africains, qui se sont installées sur plusieurs générations en Europe et qui aujourd'hui veulent se réengager sur des problématiques de développement en Afrique. Les diasporas, elles jouent un rôle très très fort pour pouvoir véhiculer des innovations, des façons de penser qui peuvent aider à résoudre des problèmes de façon différente. Donc ça existe déjà, mais je crois qu'on peut largement amplifier ce mouvement et multiplier un peu ce réflexe d'aller chercher des bonnes pratiques ailleurs, de prendre un peu de recul sur sa propre école pour pouvoir résoudre un certain nombre de problématiques. OK, hyper intéressant et je pense qu'on a commencé à faire un bon petit tour là de la situation en Afrique. Moi, je suis curieux de savoir, quels sont tes autres engagements? Parce que tu as parlé d'autres associations, est-ce que c'est pareil toujours, autour du continent africain ou est-ce que c'est sur autre chose? Ouais, alors c'est assez drôle, mais il y a 1 an, j'ai décidé enfin, j'ai observé qu'il y avait une dynamique un peu similaire à ce qu'on fait chez Forum 2040 en France. Il y a une militante de l'éducation qui s'appelle Emma Bertoin qui a lancé aussi un espace de réflexion et de co-construction de futurs souhaitables dans l'éducation avec des enseignants, des enseignantes et des élèves dans le système français. Donc ça s'appelle L'école change demain. Donc c'est un mouvement citoyen qui est en train de prendre de l'ampleur en France, qui permet aussi de faire dialoguer celles et ceux qui font vivre l'école au quotidien en France et de promouvoir ensuite des propositions concrètes et des façons de faire pour résoudre les problèmes de l'école publique en France. Donc moi, c'est une association qui m'a beaucoup inspiré et que j'essaye aussi d'aider en tant que bénévole. Donc ça, c'est un autre engagement pour moi et en fait, c'est très intéressant parce que ça rejoint un peu la conversation qu'on a eue juste avant, de dire, voilà, il y a beaucoup en fait de régions du monde qui font face aux mêmes problèmes. Et l'un des problèmes, c'est notamment de ne pas suffisamment écouter les apprenants et les enseignants quand on fait des réformes de grande ampleur sur l'école et les systèmes éducatifs. Et donc, une des réponses possibles, c'est effectivement de créer ces espaces d'intelligence collective, de co-construction,
pour mieux écouter la voix de celles et ceux qui font l'école au quotidien. Et donc ça existe aussi en France, ça s'appelle l'école Change Demain. Et je suis persuadé que dans d'autres régions du monde, il y a aussi des initiatives similaires qui doivent se développer. Et comment ça se fait que aujourd'hui on n'arrive pas à entendre les apprenants? Parce qu'il y en a quand même beaucoup, en surnombre par rapport aux administrateurs, même aux intervenants. C'est quoi? C'est justement la quantité qui rend le filtre difficile dans les feedbacks qu'on reçoit? Ou est-ce qu'il n'y a pas de système aujourd'hui d'échange qui existe vraiment entre ceux qui décident pour l'éducation? Alors d'ailleurs, puisqu'on parle du supérieur, mais il y a aussi même pour les enfants, c'est peut-être d'ailleurs deux choses bien différentes. Enfin, notamment en France avec l'éducation nationale et tout ce qui est privé, public-privé déjà, il y a une grande différence. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'y est pas et qu'on a besoin de l'école change demain, par exemple? Je pense que c'est notamment dû au système de prise de décision. Donc si on parle de la France, je pense qu'on est dans un système où la prise de décision, elle est quand même faite de façon très verticale. On est dans un État Ouais. centralisé avec des Il faudrait que ce soit administrations. démocratique? Il faudrait qu'on fasse un référendum sur chaque décision? Ce serait ça l'idéal? Je pense qu'on peut insuffler de la démocratie un peu à tous les étages de la société, que ça nous ferait pas de mal. Pas forcément un référendum sur chaque décision, mais par contre encourager la participation citoyenne sur les grandes décisions pour préparer la France de demain. Oui, je pense que ça serait intéressant. Ça nous ferait pas mal de varier les points de vue, d'enrichir les débats. Donc bon, aujourd'hui on a une chambre en France qui sert à ça, qui s'appelle le CESE, qui est une chambre de la participation citoyenne. Euh, et qui organise maintenant ce qu'on appelle les conventions, enfin pardon, pas les conventions, mais les conventions, les chambres citoyennes, les conventions pour le climat, etc. Conventions Ouais. citoyennes pour le climat, pardon. Donc il y a des espaces comme ça qui existent déjà dans nos institutions, mais je pense qu'on les mobilise pas suffisamment et à la fin des fins, quand on prend des décisions, c'est pas forcément ces espaces-là qui l'emportent. Donc je pense que voilà, il y a un peu le mode de prise de décision qui joue, la façon dont on va éventuellement faire appel à l'intelligence collective, à l'avis et aux aspirations des personnes à qui on veut s'adresser. Et Euh, et donc, je pense que ça serait intéressant, oui, effectivement, de multiplier un petit peu les espaces de débat, de discussion, d'intelligence collective pour prendre des grandes décisions. Euh, c'est non seulement intéressant parce que ça permet peut-être d'avoir des décisions un peu plus consensuelles, si on arrive à le faire de façon généralisée. Et puis, c'est aussi un vecteur d'apprentissage. C'est-à-dire que moi, si je suis jeune et qu'on m'invite à participer à une convention citoyenne pour l'école de demain, par exemple, je vais apprendre à parler en public, je vais apprendre à dialoguer avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec bien moi, sûr. je vais apprendre à me renseigner sur des sujets, à me construire une opinion éclairée. Donc c'est non seulement intéressant pour la décision publique et donc pour le bien commun, mais c'est aussi à titre individuel une expérience qui peut être très riche. Et donc là aussi, je pense à un message clé sur la formation, c'est que la formation du futur, elle n'est pas forcément scolaire ou académique. Elle peut aussi se faire dans tout le reste de la vie. C'est vrai qu'en France, on a une forme d'emprise où on croit que le mérite et le succès se construit globalement à l'école et à l'université. Et c'est le diplôme qui fonde la qualité d'un individu. Alors qu'en fait, on se rend compte que les compétences les plus stimulantes pour nous en tant qu'individus, on peut les développer en dehors de l'école et de l'université. Et donc ça, c'est aussi un message clé pour nous dans nos recherches à Forum 2040, c'est comment on peut développer on va dire, les trajectoires d'apprentissage en dehors de l'école et comment on peut faire en sorte que chacun construise son propre succès avec ou sans l'école et sans la vision académique du sujet. Alors c'est hyper intéressant et je voudrais revenir sur un point parce que là on parle de grandes décisions peut-être à l'échelle nationale parfois, enfin, ou en tout cas à une grande échelle régionale ou en tout cas sur beaucoup de personnes, à une échelle un peu plus micro. Si demain tu devrais t'adresser à un directeur par exemple, que ce soit d'une grande école, d'une université ou bien pourquoi pas d'un lycée par exemple, Mm-hmm. euh, comment ils pourraient intégrer ces principes de faire participer les apprenants? Est-ce que tu aurais une astuce, un petit conseil, un outil, quelque chose qui permettrait d'inclure finalement un peu plus ces apprenants, si de ton point de vue c'est la solution? Oui, alors je ne sais pas si c'est la grande solution avec des guillemets, mais en tout cas c'est une solution je pense, à considérer pour prendre des décisions de meilleure qualité. Je ne sais pas s'il y a une astuce non plus qu'on peut donner à des chefs d'établissement parce que je crois qu'il y a beaucoup d'établissements scolaires en France qui se sont dotés par exemple de conseils d'école où les élèves sont représentés, les parents d'élèves Ouais. aussi, les enseignants.
Donc en général, il y a souvent des instances. Donc le problème, c'est pas forcément d'avoir les instances, mais c'est plutôt la culture de travail qui va avec. La culture, je sais pas si c'est une culture politique, mais en tout cas une culture d'intelligence collective. Euh, donc aujourd'hui, je pense que si je devais conseiller une directrice de lycée ou un directeur d'école, je lui demanderais d'instaurer vraiment une culture de collaboration, de co-construction avec des élèves qui peuvent s'engager, qui peuvent, par exemple, définir leurs propres besoins, leurs propres priorités pour améliorer l'école qui existe déjà. Et si leur propre besoin, c'est de végétaliser la cour parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas assez de place pour la nature dans l'école, j'encouragerai ensuite ces élèves à proposer des solutions concrètes, à prendre en main le projet avec l'accompagnement bien sûr des enseignants, peut-être à identifier des prestataires, des entreprises qui pourraient venir sur place pour végétaliser la cour, à identifier aussi les ressources financières dont on aurait besoin, à débattre sur ce qu'on veut allouer à la nature et à la végétalisation versus d'autres activités ou d'autres opportunités pour l'école. Donc c'est vraiment responsabiliser chaque partie prenante et mettre en place ces moments de débat où finalement on se dit ben, tout le monde a le même niveau d'information et maintenant, en bonne intelligence collective, on peut prendre cette décision et on peut améliorer notre environnement d'apprentissage. Donc c'est ça que j'essaierai de mettre en place aux côtés des équipes éducatives si on me le demandait. Ok, hyper intéressant. C'est vrai que oui, on oublie que ces instances existent déjà dans la plupart des cas. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais un petit peu oublié quand je posais la question. Je vois le temps qui file. Je te propose de passer aux questions de la fin, si ça te va, avec la première qui est la plus large. La formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi? Et peut-être que tu peux nous préciser un petit peu dans le contexte africain. Je pense que c'est ça qui va être un petit peu différent ici. Effectivement. Donc, bon, si je me replace dans le contexte de mon travail au quotidien, donc plutôt le contexte africain et plus précisément, par exemple, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Maroc, j'aurais envie de dresser potentiellement plusieurs scénarios. Donc, en ce moment, je me forme beaucoup à la prospective, donc c'est un peu l'étude de l'évolution de la société sur le long terme. J'aime bien raisonner en matière de scénario parce que ça permet d'envisager plusieurs possibilités, ça enrichit un peu le questionnement. Donc, si je commence un peu par les scénarios dans 10 ans qui sont pas très enthousiasmants, je dirais il y a un scénario tendanciel dans lequel on continue aujourd'hui à développer les formations en ligne, à multiplier les sources d'apprentissage possibles, mais sans forcément mesurer l'efficacité réelle, concrète de ces outils de formation. C'est-à-dire qu'on continue de développer les technologies de l'éducation, les plateformes numériques partout, mais sans vérifier qu'on atteint vraiment. Le comment sans le pourquoi, quoi. Voilà, exactement. Donc ça serait terrible. On s'en rendrait pas compte très vite qu'on va dans le mur parce que ça serait très progressif, donc on passerait de plus en plus de temps en ligne à se former, mais au final, on vérifierait pas en fait la qualité de ce qu'on est en train de faire. Et il y aurait un recul probablement de l'enseignant, des interactions humaines dans ce modèle-là, un recul aussi de la prise en compte des réalités locales, et donc on irait vers on va dire un scénario de formation 100% online, mais un peu décorrélé du monde réel et aussi de l'efficacité pédagogique. Donc ça, c'est, on va dire, un scénario tendanciel qu'on peut combattre. Je pense qu'il y a plein de choses à faire pour éviter qu'il advienne, mais en tout cas, il est sur la table, ce scénario. Il y aurait un autre scénario, je pense, un peu catastrophe, qui serait de dire on va aller encore plus vite que ça, on va détricoter les systèmes publics parce que de toute façon ça coûte trop cher, que c'est pas efficace, que nos enfants et nos enseignants sont malheureux à l'école et du coup on privatise tout. On supprime l'idée d'avoir un système public d'éducation dès l'âge de 5 ans. On se dit que chaque famille va choisir une école de son choix. Et on continue à intégrer de plus en plus d'écrans et de temps en ligne sans forcément, voilà, encore une fois, doser l'efficacité pédagogique de tout ça et sans forcément créer des moments de discussion et d'apprentissage qui sont communs à toute la génération. Donc voilà, désolé, j'ai commencé par des scénarios un peu négatifs. Non, c'est très bien. Mais je pense que c'est important de les avoir en tête parce qu'ils sont un peu devant notre nez et donc je pense que c'est important d'en parler. Et il y a un scénario positif, donc un scénario, je crois, qui pourrait être intéressant, c'est de dire on va développer non pas un modèle de formation, mais un écosystème de formation qui va vraiment s'ancrer dans les réalités de notre pays, de notre quartier, qui va être centré sur les besoins, les potentialités de chaque apprenant,
qui va ouvrir différentes opportunités d'apprentissage en continu. D'ailleurs, on a parlé surtout de ce qui se passe dans les 20 premières années de notre vie, mais je pense que tu en as parlé avec d'autres invités du podcast. Il y a l'apprentissage tout au long de la vie qui fait question aujourd'hui. Et donc, l'idée d'avoir un apprentissage continu dans l'écosystème de formation, cette idée-là, elle est assez clé. Et où les enseignants, les formateurs auraient vraiment un rôle important, réhabilité, pour accompagner chaque personne avec une pédagogie adaptée, et finalement, à la fin, une espèce d'égalité d'opportunités dans cet écosystème de formation. Donc, ça serait pas un modèle unique, taillé sur une seule mesure, ça serait un écosystème où il y aurait comme une biodiversité de pédagogie et d'opportunités de formation qui correspondrait à un maximum de personnes et qui serait vraiment centré sur les problématiques locales et les grands enjeux de notre planète. Donc, pour moi, ça, c'est un scénario souhaitable. Je pense qu'on peut y travailler, on peut le préparer, et ce qui est chouette quand on a défini un scénario souhaitable, c'est qu'après, on peut préparer une stratégie qui va avec. Donc, c'est comme ça que je vois les choses dans les prochaines années. Il y a un scénario utopique où tu te dis ça serait vraiment le top du top du top, ou est-ce que c'est ce que tu viens de décrire déjà? Alors, moi, je pense que ce que je viens de décrire, c'est vraiment un scénario intéressant qui permet de répondre aux besoins, aux urgences d'aujourd'hui. Il y a peut-être encore des choses plus utopiques à imaginer, mais je crois que encore une fois, les facteurs clés dans l'utopie, c'est pas l'irréalisable, c'est vraiment l'irréalisé. C'est une adaptation aux potentialités et aux talents de chaque personne, euh, le maintien des intermédiaires, les enseignants, comme des agents, des parties prenantes clés du système de formation, et la capacité de l'école à s'ouvrir sur le monde et à accompagner les jeunes à s'engager, à résoudre des problèmes, que ce soit au sein d'une entreprise, d'une association, d'un quartier, mais que ça soit vraiment un espace d'émancipation de l'individu au service de la société. Donc ça, c'est une utopie sur laquelle on peut travailler tous ensemble. Ok, ok, super. Tom, est-ce qu'il y a une personne ou un média qui t'inspire dans l'univers de la formation? Il y a une école que je suis beaucoup. J'ai jamais eu la chance de la visiter, mais je connais les deux personnes qui l'ont fondée. C'est une école qui est basée à Bamako au Mali, qui s'appelle Kabaku, Kabakoo, si jamais vous voulez regarder. C'est une école qui donne des formations professionnelles à des jeunes, donc au Mali, plus généralement au Sahel. Et ce que j'aime beaucoup dans cette école, c'est qu'ils vont chercher en fait le meilleur des technologies disponibles, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, intelligence artificielle, mais ils utilisent ces technologies pour résoudre des problèmes locaux. Ils vont travailler avec des artisans du Mali pour donner une nouvelle vision à leur artisanat, leur savoir-faire, et valoriser autrement leurs compétences ancestrales. Ils vont générer des illustrations des grands modèles d'architecture, des grandes mosquées du Mali, pour pouvoir les préserver dans des bibliothèques numériques et les partager avec des jeunes du monde entier. Ils vont travailler sur des problèmes d'ingénierie locale pour faire face au changement climatique. Donc c'est vraiment une école qui m'inspire beaucoup parce elle fait vraiment la jonction entre, on va dire, ce qu'il y a de meilleur dans le monde aujourd'hui en termes de technologie, d'outils qu'on peut utiliser, et les problématiques du Mali, de la jeunesse du Mali, et comment ils peuvent émanciper les jeunes dans cet Je écosystème. suis en train de regarder le site, ça a l'air très très sympa, et on voit qu'ils ont une superbe application mobile, qu'ils ont de l'IA, qu'ils sont data-driven. Voilà. C'est sympa. Donc Et allez voir un point effectivement. important, c'est une école qui communique sur son efficacité pédagogique, qui donne des chiffres concrets sur ce qu'ont appris Ok. vraiment les jeunes en passant par ces formations, y compris sur ceux qui ont échoué, qui n'ont pas réussi à trouver un emploi ou une activité génératrice de revenus après. Donc ça, c'est un point central aussi. C'est qu'il ne s'agit pas de créer des écoles qui ont l'air qui ont l'air magnifiques, parfaites, très, très habiles. Il s'agit de le prouver. Donc c'est important aussi de partager les données, les chiffres sur ce qu'on peut mesurer au sein de l'école. Ok, génial. Est-ce qu'il y a un outil digital plutôt que tu recommandes? Alors, il y a un outil très simple que j'ai découvert il y a quelques semaines qui s'appelle Padlet.com. Je ne sais pas si tu Oui, connais, mais c'est un outil bien sûr. très classique pour ranger des bibliothèques de références, de contenu. Et comme nous, on fait beaucoup de recherches, on a besoin en fait de pouvoir visualiser ce qu'on a dans notre tête. Et donc voilà, si vous avez besoin d'une bibliothèque virtuelle pour ranger tout ce que vous avez dans votre tête, je vous encourage à regarder. C'est gratuit et c'est assez pratique. Ouais, je confirme, il y a plein de profs qu'on voit l'utiliser chez EduSign, Ok. avec les petits boards dans tous les sens. C'est assez sympathique. Donc
c'est un bon moyen de ranger des liens sans être juste sur un petit Excel, tout naze, mais avoir un truc un peu visuel, donc Exactement. c'est très, très cool. OK. Est-ce qu'il y a un livre sur ta table de chevet? Alors oui, il y a un livre sur ma table de chevet que je viens de finir, qui était une très belle expérience de lecture. Donc c'est Magellan par Stefan Zweig. Donc c'est la vie de Magellan qui est racontée par Stefan Zweig avec une très belle plume. L'histoire du coup de l'explorateur portugais qui doit convaincre en fait la terre entière que son rêve le plus fou, c'est-à-dire pouvoir atteindre la région des épices en 1550, peut se faire non pas en contournant l'Afrique, mais en allant plus vers l'ouest et en contournant le début du continent américain que les Européens ont commencé à explorer. Et en fait, c'est un bouquin génial parce qu'on se rend compte que Magellan, qui était vraiment pugnace, qui était persuadé que son rêve, son intuition était bonne, va pouvoir en fait se concrétiser. Il va pouvoir convaincre le royaume d'Espagne de lui donner des navires, un équipage, 250 personnes qui vont le suivre dans sa folie, hein, parce qu'à l'époque c'était vraiment une C'était les plus folie. grands entrepreneurs de l'époque, finalement, Ouais, d'une vraiment certaine grand manière. entrepreneur et donc ça loue un peu voilà le talent de pugnacité, de patience, de vision de cette personne-là. Et donc on le suit jusqu'au bout de sa vie, jusqu'à la fin de son rêve, quand il va effectivement atteindre les régions qu'il souhaitait atteindre depuis le démarrage. Et malheureusement, il n'aura jamais l'occasion de rentrer en Europe à temps pour partager sa découverte, puisqu'il va mourir, je crois, en Indonésie ou aux Philippines, en voulant s'attaquer à Comme une la piste. plupart des marins à cette époque. Voilà, exactement. Donc destin tragique, mais vraiment une belle épopée à suivre et je trouve que c'est inspirant aussi quand on veut parler du futur parce qu'on se rend compte qu'il y a une grande partie du futur qui va se matérialiser dans la vision qu'on peut avoir et dans le rêve le plus fou qu'on peut avoir. Donc je crois qu'il a fait de son rêve une stratégie et c'est ça que j'ai retenu du livre. Et bah, sur cette belle histoire, Tom, moi je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer cet épisode? Bah, d'abord, je te remercie, Elliot, de m'avoir donné la parole et l'occasion de parler aussi de nos recherches sur Forum 2040. Donc, si vous voulez regarder un petit peu comment on envisage l'école de demain, comment on donne la parole aux jeunes pour préparer les futurs de l'éducation, vous pouvez regarder notre site forum2040.com. Vous pouvez regarder aussi un peu sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, comment on a pu mettre en place des recherches participatives sur ces sujets. Et sinon, écoute, simplement dire merci, gardons l'espoir de pouvoir créer des écoles qui nous ressemblent, qui correspondent à nos besoins, à nos rêves. Et je pense que si on commence par les écoles, on pourra résoudre plein d'autres problèmes ensuite. Génial. Merci beaucoup, Tom. À la prochaine. Merci, à bientôt.